un Boeing 767 flambant neuf en croisière au-dessus du Canada. Problème de carburant? Comment est-ce possible? Les instruments ne répondent plus. Quand soudain, l'avion se retrouve sans moteur à plus de 8000 mètres d'altitude. Québec contrôle de Air Canada 143. Air Canada 143. Nous avons perdu nos 2 moteurs. Nom d'un chien! Ils ne s'en sortiront pas. Les pilotes sont alors aux commandes d'un planeur de 95 tonnes avec 66 passagers à bord. Voici l'histoire du vol Air Canada 143. We are in an emergency. « 23 juillet 1983. Le vol Air Canada 143 est à mi-trajet entre Montréal et Edmonton, sa destination finale dans la province de l'Alberta. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis le copilote Maurice Quintal. Le 767 est le dernier né du constructeur Boeing. Il a été mis en service en 1981, 2 années auparavant. À ton tour, vas-y. Pour Rick Dion, ingénieur de maintenance chez Air Canada, voler sur cet avion tout neuf est un véritable plaisir. Je me rendais à Edmonton avec ma femme Pearl et mon jeune fils Chris. Il avait 4 ans à l'époque. Nous partions pour 2 semaines de vacances et nous étions tous très excités à l'idée de monter dans ce nouvel appareil. De la part du commandant. Oh, eh bien, merci. Venez dans le cockpit quand vous voulez. C'était mon premier vol sur un 767. La compagnie venait juste de les acquérir. Je ne serai pas long. Étant donné que je travaillais dans l'aviation, j'étais très curieux de voir le cockpit et de découvrir les nouvelles technologies utilisées. Le commandant de bord s'appelle Bob Pearson. À 48 ans, il totalise plus de 15 000 heures de vol. Bonjour mesdames et messieurs, nous approchons de Ridley. Quant à son copilote, Maurice Quintal, il a déjà 7 000 heures de vol à son actif. Entre. Je ne vous dérange pas, j'espère. Rick, Je connaissais Bob Pearson, car nous étions dans le même club d'aviation à Saint-Lézard. Il faisait partie des pilotes qui pratiquaient également le planeur. Il lui arrivait également de voler sur des ULM. Nous avions décollé et avions pris la direction du nord-ouest par une belle journée de juillet. Le ciel était clair. Nous devions voler à 39 000 pieds. Très peu d'avions pouvaient voler à cette altitude en 1983. Nous avions demandé à monter à 41 000 pieds pour nous placer au-dessus du Jetstream venant de l'ouest. Les 2 membres d'équipage ont des milliers d'heures de vol, mais très peu sur le 767, puisqu'il vient tout juste de sortir. Or, cet appareil est très différent des générations précédentes. Une armée de microprocesseurs gère de manière automatique une grande partie des fonctions de l'avion, si bien que le poste du mécanicien navigant a été supprimé. L'appareil assurant le vol 143 est un des 4 767 achetés par Air Canada et il sort quasiment de l'usine. Ça change, hein? Ouais. C'est ici qu'on réinitialise? Le poste de pilotage était différent. Tous les vieux instruments auxquels nous étions habitués avaient disparu. Il y avait beaucoup d'écrans de contrôle, comme des petits écrans de télévision. C'était un nouvel appareil de haute technologie qui impliquait beaucoup de changements pour l'équipage et pour tout le personnel de maintenance qui s'en occupait. C'était un nouvel appareil pour le commandant, comme pour moi. Je n'avais effectué que 75 heures de vol sur cet avion. Tout était nouveau pour moi. Les pilotes, tout comme les équipes de maintenance, sont encore dans la phase d'apprentissage, où le retour d'expérience est précieux. Le commandant en profite pour expliquer à Rock Dion comment il a géré un problème de moteur sur un vol précédent. c'est juste. Redescendu, ça a été. Ça soulève quelque chose de très intéressant pour... Problème de carburant? Comment est-ce possible? L'alarme concerne une des pompes à carburant qui affiche une pression insuffisante. Ça vient de la pompe à carburant. Le 767 est équipé de 3 réservoirs de carburant. 2 sont situés dans les ailes et constamment utilisés,
et le troisième est au centre et ne sert que sur les vols long courriers. Le carburant est transporté depuis les réservoirs à chacun des deux moteurs par des pompes électriques. Cette alarme basse pression peut signifier soit une défaillance d'une pompe, peu probable sur un avion neuf, soit plus inquiétant, un manque de carburant dans le réservoir. La pompe ne fonctionne plus. J'espère que c'est juste un problème de pompe. Une deuxième alarme alors se déclenche indiquant cette fois une pression trop faible sur la pompe carburant du moteur gauche. Pourtant, l'ordinateur de vol du commandant est formel. Ils ont largement la quantité de carburant nécessaire pour arriver à Edmonton. L'avion possède aussi des jauges de carburant séparées, mais sur ce vol, elles sont en panne. C'est devenu un peu plus intriguant lorsque l'alarme de la seconde pompe s'est allumée. Il s'agissait de la pompe gauche. Cela nous a semblé anormal que deux pompes tombent en panne dans un avion tout neuf. Nous étions face à un problème que nous ne comprenions pas. Un manque de carburant dans le réservoir de gauche. À l'époque, je m'occupais des transferts de carburant. Et je sais que lorsqu'on essaie de vider un réservoir, les alarmes s'allument de façon intermittente. Puis, lorsque la pompe se réamorce, les alarmes s'éteignent. Dans ce cas précis, c'est exactement ce qui est arrivé. Le commandant Pearson commence à avoir un doute. Si le réservoir gauche est presque vide, logiquement le réservoir droit devrait l'être également. Cap sur Winnipeg. Maintenant. Face à un éventuel problème de carburant, le commandant ne veut prendre aucun risque. Plutôt que de poursuivre sur Edmonton, sa destination initiale située à presque 1200 km, il préfère se dérouter sur Winnipeg, à peine 300 km de là. L'ordinateur de bord nous indiquait qu'il restait encore beaucoup de carburant et les contrôles étaient normaux. Nous avons vérifié les quantités sur le plan de vol. Nous avons décidé de nous dérouter vers Winnipeg où Air Canada a une base de maintenance. Winnipeg contrôle. Air Canada 143. Oui, Air Canada 143. Ron Ewett est contrôleur aérien depuis 20 ans. Nous avons un problème. Demandons autorisation pour un atterrissage à Winnipeg. Air Canada 143 autorisé. Maintenez le cap sur Winnipeg à 6000 pieds et commencez la descente quand vous êtes prêts. Je leur ai dit de maintenir à 6000 pieds et c'est tout. Ils ne nous ont pas dit d'où venait le problème et ça ne me regardait pas. Notre travail consiste à donner les autorisations et rendre les pistes accessibles. D'accord, nous quittons le 410. Aussitôt, le commandant entame sa descente. Cette fois, c'est sérieux. Les alarmes de basse pression concernent maintenant l'ensemble des pompes à carburant. Le copilote informe le personnel de bord et lui demande de préparer la cabine pour un atterrissage d'urgence. Allô? Nous pensons qu'il y a un problème dans le système de carburant. Nous allons dérouter vers Winnipeg. Toutes les hôtesses sont demandées au galet avant. J'espère que ce ne sont que de fausses alertes. Aurions-nous oublié quelque chose, Rick? Non, je ne crois pas, Bob. D'accord. On a perdu le moteur gauche. La perte du moteur gauche ne laisse plus de doute. Le vol 143 a bel et bien un problème de carburant. D'accord. Checklist. Atterrissage avec un seul moteur. Le commandant Pearson, comme tous les pilotes de ligne, a été formé au simulateur pour réaliser un atterrissage sur un seul moteur. La manœuvre ne pose pas de difficultés particulières, pourvu que le deuxième moteur continue de fonctionner. Le 767, maintenant, est en descente sur Winnipeg. Et en cabine, le personnel commercial essaie de rassurer les passagers malgré la procédure d'atterrissage d'urgence. Mesdames et messieurs, ici le chef de cabine. Un problème mécanique nous oblige à atterrir en urgence. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. L'équipage est entraîné pour faire face à ce genre de situation et certains membres de l'équipage ont déjà commencé à préparer l'avion. Tout comme le reste de l'équipage, j'ignorais qu'il s'agissait d'un problème de carburant.
Je ne savais pas du tout pourquoi nous déroutions vers Winnipeg. Approche et atterrissage. On sort 20 degrés de volet. Oui. 20 degrés de volet sorti. Pendant qu'ils effectuaient ces manœuvres, l'alarme de basse pression de carburant de la pompe droite s'est mise à clignoter elle aussi, comme l'avait fait celle de gauche. Ils étaient occupés à essayer de redémarrer le moteur gauche et ne regardaient plus les voyants d'alarme des pompes. Elles étaient juste devant moi, donc je me doutais que le moteur droit allait également lâcher. Qu'est-ce que c'est? Nous vous donnerons d'autres instructions très bientôt. Les instruments ne répondent plus. Nos beaux moteurs tout neufs et tous les instruments de vol que nous avions à disposition se sont éteints. Mesdames et messieurs, gardez votre calme. Veuillez suivre nos instructions. Éteignez vos cigarettes, redressez le dossier de votre siège et attachez fermement votre ceinture. Ce que redoutait le commandant Pearson est arrivé. À 8000 mètres d'altitude, il vient de perdre ses deux moteurs, alors que la piste de Winnipeg est encore à 120 km devant lui. Winnipeg contrôle de Air Canada 143. Air Canada 143. Nous avons perdu nos deux moteurs. Lorsque les deux moteurs se sont éteints, je crois que j'ai dit, eh bien, ils ne s'en sortiront pas. Grâce au simulateur de vol, nous étions entraînés à voler avec un seul moteur. Mais nous n'avions jamais essayé de voler sans aucun moteur. Et d'ailleurs, peu de pilotes ont cette occasion. Ils ont perdu leurs deux moteurs. Il est très peu probable que quelqu'un survive à cela. Je les voyais déjà essayer de virer et partir en vrille. Les réacteurs ne fournissent pas seulement la poussée, mais également l'énergie électrique indispensable pour alimenter les commandes de vol et les instruments de bord. Aussi, les ingénieurs ont-ils prévu un joker. En cas de panne totale des moteurs, une petite éolienne se déploie sous le fuselage et utilise le vent de la vitesse pour produire de l'électricité. L'hélice qui propulse cette petite pompe hydraulique fait la taille d'une petite hélice, comme on peut en voir sur les Cessna 150. Le bras de l'éolienne de secours génère de l'énergie à partir du flux d'air dû à la vitesse de l'appareil. Quand l'hélice commence à tourner, elle entraîne la pompe hydraulique et l'électricité revient. C'était vraiment calme de voler sans moteur. L'urgence maintenant est de trouver un endroit pour se poser. Le commandant n'est plus certain de pouvoir rejoindre Winnipeg. Ici 143, Mayday, Mayday, Mayday. Nous demandons accès à la piste la plus proche pour un atterrissage d'urgence. Air Canada 143, bien reçu. Mais la perte des deux moteurs a des conséquences inattendues sur l'efficacité du contrôle aérien. Où ils sont? Ils étaient juste là. On les a perdus, ils ne sont plus sur l'écran. Il me faut un radar primaire. « 143, nous avons perdu votre signal transpondeur. Nous essayons de retrouver votre position. » Nous travaillons avec un radar secondaire capable de détecter le signal des transpondeurs. Nous utilisons le signal émis par le transpondeur pour localiser les avions. Les avions de ligne sont tous équipés d'un transpondeur. Il s'agit d'un émetteur qui transmet en permanence au contrôleur des informations sur le vol. Altitude, vitesse, identification. Mais depuis l'arrêt des moteurs, seuls quelques instruments sont encore alimentés et le transpondeur n'en fait pas partie. Résultat, l'étiquette du vol 143 a disparu de l'écran radar. Et René Wett ne sait plus exactement où se trouve l'avion dans la zone est de Winnipeg. Pendant ce temps-là, le 767 continue à voler comme un planeur silencieux, tout en perdant doucement de l'altitude. J'essayais de calculer de combien de milles nautiques nous avancions par rapport à l'altitude que nous perdions. Mais même en connaissant la distance que l'avion est encore capable de parcourir,
il est difficile de se diriger à partir du moment où plus personne ne sait exactement où se trouve l'appareil. Les contrôleurs de leur côté essaient sur un radar primaire de localiser l'avion. Juste avant l'atterrissage, vous entendrez l'ordre « Position de protection ». Mettez-vous en position et attendez l'arrêt complet de l'appareil pour bouger. Il existe 2 positions. Pour la première, penchez-vous vers l'avant et mettez les mains contre le siège situé devant vous. Bryce Bell est un homme d'affaires qui se rend à Edmonton. Pour la seconde... Dès qu'ils ont annoncé que nous allions faire une escale imprévue à Winnipeg, j'ai immédiatement regretté les 2 verres que j'avais bu. J'ai pensé, je ne vais avoir qu'une fraction de seconde avant que l'avion n'explose. Et la réaction que j'aurai durant cette fraction de seconde dépendra de mon état de vigilance. Vous pouvez mettre vos affaires personnelles dans la pochette du siège qui est devant vous. Lorsque nous donnions les consignes d'urgence, les passagers étaient tout simplement très vigilants. Ils nous regardaient. Ils faisaient attention à tout ce que nous disions. Ils ont vraiment été formidables. Je crois que ça y est. Ce sont eux, je pense. Le radar primaire est beaucoup moins précis que les radars habituellement utilisés. Il se contente d'afficher l'écho renvoyé par un avion sans plus de détails. Je devais mettre en marche le vrai radar, le radar primaire, qui était loin d'être aussi fiable. Nous ne l'utilisions qu'en cas de force majeure. C'est bon. Je l'ai. 56 de Winnipeg, 38 de Gimli. 143. Nous vous voyons à 56 000 nautiques de Winnipeg et environ 38 de Gimli. Pour la première fois depuis la perte des 2 moteurs, l'équipage connaît à peu près sa position. On peut essayer Winnipeg. Mais le copilote a un avis différent. Lui estime qu'il serait plus prudent de tenter un atterrissage de fortune à Gimli, plus proche que Winnipeg. Gimli est une ancienne base militaire, aujourd'hui désaffectée, mais que Maurice Quintal connaît bien, car elle a suivi une partie de sa formation sur cette base. Nous sommes plus près de Gimli. La piste d'atterrissage est longue. Y a-t-il des équipements d'urgence à Gimli? Négatif, aucun équipement d'urgence. Juste une piste d'atterrissage disponible, je crois. Et pas de tour de contrôle, ni aucune autre info. Rien à voir avec l'assistance et les secours présents à Winnipeg, qui seront précieux si l'atterrissage se passe mal. Le commandant Pearson maintient sa décision. Bon, eh bien, nous préférons Winnipeg. Bien, 143, maintenez le cap. Nous avons tous réagi de façon professionnelle et de manière, disons, spécifique à la situation. Mais nous ne nous sommes jamais regardés les uns les autres. Nous avions tous peur de craquer. Les parents embrassaient leurs enfants et les gens étaient occupés à gribouiller des choses que j'ai retrouvées après. Ils écrivaient à leurs êtres chers ou rédigeaient leur testament. C'était très angoissant. 143, juste une question si vous avez le temps. Oui, allez-y. Nombre de personnes à bord, s'il vous plaît. Le nombre exact de personnes à bord est de 69. Mais dans le feu de l'action, le copilote se trompe. Il y a 33 personnes à bord. Équipage inclus. Très bien. Je devais toujours demander le nombre de personnes à bord. Je savais qu'il était occupé, je n'ai pas eu envie de le déranger. Mais je le devais. L'avion pouvait s'écraser dans un lac ou dans un champ. Et je me souviens m'être dit, super. Je savais que cet appareil pouvait transporter 300 personnes. J'étais soulagé que ce ne soit pas le cas. J'avais surtout des regrets. Toutes les choses que je n'avais pas faites dans ma vie ou la façon dont j'avais traité telle ou telle personne que j'aurais dû traiter autrement. Je regrettais d'avoir souvent fait une montagne de choses qui, quand on y réfléchit, semblent vraiment insignifiantes. C'était assez angoissant. Je me souviens avoir parlé à une femme qui avait un bébé. J'avais moi aussi une fille, Victoria. Et j'ai dit à cette femme
que tout allait bien se passer. J'étais très fière d'avoir réagi comme cela et d'avoir été aussi sincère avec elle. D'avoir réussi à lui dire que tout irait bien en la regardant droit dans les yeux. Bien, à quelle distance sommes-nous de la piste? 30 000 nautiques. Correction, vous êtes à 33 000 nautiques de Winnipeg. Bien reçu. Toute la question maintenant est de savoir si le vol 143 va réussir à atteindre en vol plané la piste de Winnipeg. Quelle est votre altitude? 8500. 8500. Et ce n'est pas gagné. L'avion n'est plus qu'à 8500 pieds, même pas 3000 mètres, alors que la piste de Winnipeg est encore à plus de 50 km. Je l'ai en visuel. Bob. Et les calculs du copilote ne sont guère optimistes. Maurice suivait calmement notre distance grâce aux données du contrôle aérien de Winnipeg et grâce à notre altitude. En calculant notre profil, il est arrivé à la conclusion que nous n'arriverions sans doute pas à la piste de Winnipeg. On peut peut-être encore tenir 16 000 nautiques, mais pas jusqu'à Winnipeg. Les chiffres sont implacables. À la vitesse à laquelle l'avion perd de l'altitude, il va toucher le sol 24 km avant la piste. À combien sommes-nous de Gimli? Vous êtes environ à 10 000 nautiques, je dirais. Quelle direction? Par où vont-ils? Sur votre droite. Virez à droite. Pour un cap 3, 4, 5. Il vous restera 8000 nautiques. D'accord, très bien. Nous y allons. Je retourne voir ma famille. Si vous n'avez plus besoin de moi, les gars. Non, vas-y. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Vérifiez que vos ceintures sont bien serrées, d'accord? Quand j'ai fini par aller m'asseoir sur mon siège, je me suis dit, ça y est, nous y sommes. Train d'atterrissage. Faute d'énergie hydraulique, le train d'atterrissage va sortir par gravité. En clair, c'est son propre poids qui le fait descendre. Les deux trains principaux très lourds descendent facilement. Sur le tableau de bord, deux lampes vertes indiquent qu'ils se sont verrouillés. En revanche, le train avant plus léger ne va pas jusqu'au bout de sa course et ne se verrouille pas. Nous avons entendu clairement le train principal tomber et se verrouiller. J'ignorais que le train avant ne l'était pas. C'était une action de dernière minute. Et quand il s'agit de quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle, on n'en parle pas, on ne dit rien. Le principal était d'emmener l'avion jusqu'à la piste. 2000 nautiques jusqu'à Gimli. Bien reçu. Nous l'avons en visuel. Le 767 n'est plus qu'à 6 km de la piste, que les deux pilotes distinguent parfaitement juste devant eux. C'est alors que se pose un autre problème. On va trop vite, ça va être trop raide. Ouais, je sais. Le commandant a tellement bien négocié son altitude qu'il est maintenant trop haut. S'il poursuit sa descente à la même cadence, il va allègrement rater la piste. S'il accélère sa descente, l'avion va prendre en revanche trop de vitesse et risque de ne pas pouvoir s'arrêter avant la fin de la piste. Lors d'une approche normale, nous avons des volets de bord d'attaque et de bord de fuite qui nous permettent de ralentir l'avion et de voler en toute sécurité à une vitesse plus réduite. Mais nous n'avions plus ces volets à cause de la coupure du système hydraulique. Il fallait prendre une décision. Nous en avons discuté. Deux solutions nous apparaissaient. L'une d'elles consistait à faire un demi-tour à 360 degrés, le temps de perdre un peu d'altitude. D'un autre côté, je pensais que cela prendrait environ 3 minutes. Et nous descendions déjà à 2500 pieds par minute. À 3000 pieds du sol, environ 1000 mètres, l'avion n'a plus assez d'altitude pour pouvoir réaliser un tour complet. Dans ce cas, il est certain de s'écraser avant le seuil de piste. En quelques secondes, le commandant choisit une autre option. Je vais faire une glissade. Le commandant Pearson décide alors de perdre de l'altitude en faisant une glissade. Une manœuvre fréquente en planeur, mais rarement utilisée avec un avion de ligne. Seulement voilà, Bob Pearson est aussi un pilote de planeur expérimenté.
Je vais faire une glissade jusqu'à la piste et ensuite je le redresserai. Ok. Pour réaliser une glissade, il suffit de croiser les commandes. C'est parti. En clair, le commandant Pearson va mettre son avion en travers de sa trajectoire. Évidemment, il vole beaucoup moins bien et tombe plus rapidement. Sauf que le commandant ne s'est jamais livré à une telle manœuvre avec un avion de ligne de 150 tonnes. Ce qui n'a pas grand-chose à voir avec un planeur de quelques centaines de kilos. La seule façon pour moi de contrôler notre vitesse et notre profil de descente par rapport à la piste était de provoquer une glissade dans le fuselage en croisant le gouvernail, les gouvernes de profondeur de la queue, les ailerons et les saumons situés au bout des ailes. En croisant toutes ces commandes, je voulais que l'avion se mette en crabe. Je pouvais ensuite les faire varier pour augmenter ou diminuer notre vitesse ou notre vitesse de descente. Le commandant Pearson réussit à contrôler sa vitesse de descente en maintenant l'avion en crabe. Avec les ailerons, il incline les ailes dans un sens et amène le nez de l'appareil dans l'autre sens en jouant sur la gouverne de direction. Tout est affaire de doigté et d'instinct. Mais alors que le 767 se rapproche rapidement du sol, le copilote soudain a un choc. La piste sur laquelle il s'entraînait il y a 15 ans est toujours là. Juste un détail, ce n'est plus véritablement une piste d'aviation. Nous étions assis au milieu de l'appareil, au cœur de l'avion, là où c'est le plus solide. Je pensais qu'il y avait de grandes chances que nous nous en sortions. Néanmoins, quand le pilote a effectué une glissade, toute cette théorie est partie en fumée. Je me suis dit que si l'aile heurtait quelque chose ou que si l'avion partait en vrille, nous ne serions plus à l'abri. Tout le monde a maintenant l'impression d'être dans un ascenseur qui descend à toute vitesse. En regardant sur la gauche de l'appareil, on ne voyait que le sol. Parce que l'avion était penché de, je ne sais pas, environ de 60 degrés. L'angle du virage était très grand et le nez de l'appareil était assez haut. C'était un moment très étrange. Si j'ai trouvé cela déroutant, je n'imagine même pas ce que cela a dû avoir comme effet sur les passagers. J'ai vu une fosse de sable sur un parcours de golf et je me suis dit, nous allons nous écraser. Le commandant doit maintenir ce fragile équilibre, maîtriser son altitude sans trop ralentir l'avion, sinon c'est le décrochage et le crash assuré. En règle générale, lorsqu'un pilote pose un avion, il utilise les commandes de vol tout en manœuvrant les manettes des gaz, quasiment en permanence. Je faisais la même chose, mais sans toucher à la manette des gaz. Je pensais à ma fille, Victoria, qui serait désormais seule avec mon mari. Je me demandais comment il allait gérer la vie seule avec notre fille et comment elle allait gérer le fait de ne plus avoir sa maman. Le commandant Pearson est maintenant concentré sur son seul objectif, le seuil de piste. J'ai eu un rétrécissement de mon champ de vision comme je n'en avais jamais eu. Il n'y avait plus que notre vitesse et le début de la piste qui importaient. Le copilote, lui, est de plus en plus inquiet. En s'approchant du sol, il s'aperçoit que la piste de Gimli a été reconvertie en circuit de compétition automobile. Or, nous sommes samedi. Et visiblement, aujourd'hui, il y a course. Le terrain grouille de spectateurs. Des vrais passionnés qui parfois ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour assister aux compétitions. Ils sont là avec femmes et enfants à camper pour le week-end. Sur l'ancienne piste, 2 gamins sont en train de se promener à bicyclette. Évidemment, ils ne peuvent pas entendre le 767 approcher. L'appareil sans moteur est totalement silencieux. Position de protection.
Quand le nez a percuté la piste, on aurait dit un tir de pistolet sous nos pieds. Le train avant non verrouillé cède dès le contact avec le sol. Le commandant essaie de freiner au maximum. 2 pneus du train central explosent alors que le moteur droit racle le bitume. Je n'étais plus qu'un robot, je ne ressentais aucune émotion. C'est à ce moment-là que le commandant comprend où il se trouve. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu 2 garçons sur leur vélo. Ils se trouvaient à environ 300 mètres de nous quand je les ai aperçus. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'ils avaient levé la tête. Et qu'ils étaient surpris de voir cet énorme avion. Je me souviens encore de leur regard terrifié. Ils étaient donc assez près pour que je puisse les voir. Sans train avant pour se diriger, le commandant n'a plus qu'une seule option. Jouer sur les freins de chacun des 2 trains principaux pour aller à droite ou à gauche. C'est là que mon cœur s'est mis à battre la chamade. Les enfants paniquent. Et plutôt que de s'éloigner de la piste, ils foncent droit devant eux. Je savais que je devais éviter les 2 garçons. Je voulais diriger l'avion dans l'herbe sur le côté de la piste. Il y avait des campeurs sur le côté ouest de la piste que je n'avais pas remarqué avant que notre avion ne touche le sol. Je me souviens encore que sur ma gauche, il y avait des gens debout occupés à surveiller leur barbecue. Dino Calvert est venu camper avec ses copains pour un week-end de course. Un des hommes de la fosse a sauté dans sa voiture et a démarré en trombe. Alors je me suis dit, d'habitude, on ne conduit pas comme ça dans la fosse. J'ai levé les yeux, mais tout ce que je pouvais voir, c'était de la fumée. Les pilotes font leur possible pour tenter d'arrêter l'avion. Oh, c'est pas vrai! L'appareil fonce dans une des rampes de sécurité installées au milieu de la piste. Ça fume pas! Après 17 minutes de vol plané, moteur éteint, le Boeing 767 finit enfin par s'immobiliser. Ça va? Quelqu'un a crié « Youpi !» et les gens ont commencé à applaudir. Oh, nous étions tellement reconnaissants. On était sauvés. Quand on croit que l'on va s'écraser, on pense que l'avion va se sectionner, qu'il va prendre feu. Évacuation! 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 Allons-y, venez. Il faut sortir de là. Viens, chérie. Une épaisse fumée envahit rapidement la cabine passager. L'équipage ne prend évidemment aucun risque et déclenche immédiatement l'évacuation de l'appareil. Il y a eu une scène de liesse et ensuite une sorte de panique, comme des vagues de panique. Nous devions sortir de l'appareil. 2 mois auparavant, un DC-9 d'Air Canada avait effectué un atterrissage d'urgence à Cincinnati avant de prendre feu sur le tarmac. Une partie des passagers avait réussi à s'extraire de la carlingue, mais 23 personnes avaient péri dans les flammes. Évidemment, les membres d'équipage du vol 143 ont tous cette histoire en mémoire. Cela n'a pris que quelques secondes pour que l'appareil soit à l'arrêt complet sur la piste. Et le cockpit était rempli de fumée. Checklist évacuation des passagers. Checklist des passagers. Carburant coupé. Carburant coupé. Pressurisation de la cabine. Dépressurisé. Système électrique éteint. Système éteint. Checklist terminée. Allons-y. Ouais. Vite les gars, prenez les extincteurs! Nous avons pris les extincteurs sur le chemin. On va jamais sur un incendie de piste de course sans extincteur. Nous avons couru vers eux et nous avons vu les toboggans d'évacuation sortir comme une araignée à qui ils pousseraient des pattes. L'avion a fini par s'arrêter. Il était en équilibre sur le nez. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu que les toboggans étaient très raides. Je me suis dit, comment allons-nous réussir à faire descendre les passagers? Comme le nez de l'avion est par terre, l'arrière de l'appareil se trouve évidemment plus haut que la normale. Et les toboggans ne peuvent plus toucher le sol. 10 personnes sont légèrement blessées durant l'évacuation, mal protégées par les toboggans presque à la verticale. Sur la fréquence radar ouest, j'ai entendu qu'il disait qu'un 767 avait bien atterri et qu'il était en un seul morceau. Et là, nous avons sauté de joie. J'ai crié super. J'étais heureux de savoir que tous ces gens pourraient dormir dans leur lit ce soir-là.
Le nez de l'avion dégage toujours beaucoup de fumée. Finalement, cela venait des 15 cm entre l'enveloppe intérieure et extérieure qui était en train de prendre feu à cause de la friction. Le personnel commercial a une bonne nouvelle pour les pilotes. Les 61 passagers ont tous été évacués et il n'y a pas un seul blessé grave. On va vous aider. Il faut des extracteurs. Le commandant Pearson vient de réussir une première dans l'histoire de l'aviation. Partir d'une altitude de 26 000 pieds pour poser en vol plané un Boeing 767. L'événement fait la une de la presse internationale. Et tout le monde de s'interroger, comment un avion de dernière génération, flambant neuf, peut-il tomber en panne sèche en plein vol? Dès le lendemain, les investigations commencent. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada dépêche sur place 2 de ses enquêteurs, Bill Taylor et Diane Rochelot. J'étais débutante en construction mécanique à l'époque. Je travaillais pour Transport Canada depuis 1 an. C'était la première fois que j'allais sur le terrain. C'était tout nouveau pour moi, mais aussi très excitant car il s'agissait d'un gros avion. Après avoir étudié le système d'indication quantité carburant, j'ai laissé à Diane le soin de s'occuper des caractéristiques du système informatique. Bill Taylor va d'abord vérifier un point essentiel. L'avion était-il véritablement en panne sèche? Le 767 peut embarquer 90 000 litres de kérosène. Au fond des réservoirs, les enquêteurs ne récupèrent que 64 litres. Si on compare avec une voiture, ce serait l'équivalent de 5 cuillères à café. Alors, l'avion aurait-il été victime d'une fuite durant le vol? Les autres vérifications consistaient à chercher une preuve de perte de carburant. Nous sommes allés jusqu'à pénétrer dans la zone de logement étanche, dans le réservoir de l'appareil. Je suis un peu claustrophobe, alors je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'aller là-dedans. Mais j'ai tout de même rampé à l'intérieur avec une lampe torche pour regarder et confirmer qu'il n'y avait aucune preuve que du carburant avait été perdu dans cette zone. Il n'y a que 2 explications possibles. S'il ne s'agit pas d'une fuite, alors c'est que l'avion a décollé avec une quantité insuffisante de carburant. Reste à comprendre pourquoi. Difficile de croire qu'il soit en un seul morceau. De son côté, Diane Rochelot visite la soute informatique, située sous le poste de pilotage. Elle cherche des éléments de réponse dans les systèmes électroniques de l'appareil. Le 767 était un nouveau genre d'appareil. Il avait un gros équipement informatique. Je pense qu'en 1982, ce genre d'appareil arrivait sur le marché à grand rythme. Il y avait constamment de nouveaux systèmes électroniques. Et elle confirme rapidement qu'un élément informatique est défaillant, le processeur de la jauge de carburant. La panne avait été détectée avant le décollage, mais faute de pièces disponibles, n'avait pas pu être réparée. L'enquêtrice décide de chercher l'origine de cette panne. Très vite, il a été décidé que la jauge de carburant serait rapportée à Honeywell, son fournisseur, qui était situé à Indianapolis pour effectuer des tests. On m'a demandé de m'en occuper. J'ai donc suivi toutes les procédures de test. À un moment, nous avons découvert qu'il y avait un dysfonctionnement dans cet élément. Pendant les phases de test, nous avons cherché de plus en plus profondément et nous avons décelé un problème sur l'un des circuits appelé la bobine inductrice. C'est un tout petit élément encapsulé par le fournisseur. Cette bobine est encapsulée, donc recouverte de plastique. Et il est impossible de voir la bobine inductrice à l'œil nu. Mais une fois que nous avons enlevé l'enveloppe plastique, nous avons clairement vu qu'une soudure n'avait pas été correctement effectuée, ce qui a causé un dysfonctionnement dans le système. Cette panne explique pourquoi l'équipage n'avait pas de jauge opérationnelle durant le vol. Mais elle n'explique pas pourquoi ils se sont retrouvés à court de carburant. Le mystère est total. D'autant que le pétrolier chargé de faire les pleins de l'avion au sol a procédé lui-même à un contrôle visuel du remplissage des réservoirs. Et ensuite, qu'avez-vous fait? On a procédé à la vérification manuelle des 2 réservoirs et on a mis assez de carburant pour aller à Edmonton. Donc logiquement, le vol 143 aurait dû décoller avec le carburant nécessaire. Merci.
C'est très utile. Et pourtant, le fait est que le 767 a décollé avec à peine la moitié du carburant. Alors, que s'est-il donc passé? Récapitulons. Les jauges sont en panne, le pétrolier vérifie visuellement ce qu'il reste dans les réservoirs et ensuite charge la quantité de kérosène demandée par l'équipage. Ce sont en effet les pilotes qui déterminent le poids de carburant embarqué en fonction de la durée du vol, mais aussi du chargement de l'avion. Ensuite, ils convertissent ce poids en volume de kérosène que le pétrolier va injecter dans les réservoirs. Mais pour passer du poids au volume, entre le pilote et le pétrolier, il faut faire une petite conversion. Merci. Les enquêteurs vérifient et revérifient les calculs. Mais c'est en se plongeant dans les relevés du jour de l'accident qu'ils vont finir par découvrir une erreur. Une erreur qui aurait pu être fatale. Voici un compte-rendu de ravitaillement ordinaire. Et voilà celui du vol 143. Et les documents du vol 143 sont pour le moins confus. Ils indiquent bien les quantités embarquées dans les réservoirs droit et gauche, mais deux chiffres intriguent les enquêteurs. Le premier convertit le volume en kilos, le second en livres. Il n'aurait pas dû utiliser les deux. Avez-vous fait la conversion en livres ou en kilogrammes? En livres. Non, c'était en kilos. Je peux rejeter un coup d'œil. De nouveaux interrogatoires confirment la confusion qui règne dans les esprits entre kilos et livres. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et au final, mettent en lumière l'erreur humaine qui a été commise. Les pétroliers qui ont fait les pleins de l'appareil se sont trompés dans leurs calculs en utilisant des livres à la place des kilos. Or, une livre pèse 453 grammes, même pas la moitié d'un kilo. Et ce jour-là, personne ne s'est aperçu de la confusion entre livres et kilos. Il faut dire qu'en 1983, le Canada essaie péniblement depuis 10 ans de passer au système métrique. Mais à cette époque, les techniciens au sol comptaient encore avec les mesures anglaises, donc en livres. Quant à l'avion, c'était le premier 767 de la flotte d'Air Canada et le premier à utiliser le système métrique. Le vol 143 avait besoin de 22 300 kg de carburant pour assurer le vol Montréal-Edmonton. Mais en réalité, il a décollé avec 22 300 livres, c'est-à-dire même pas la moitié du carburant nécessaire. Lorsque le commandant a programmé son ordinateur de vol, il a entré 22 300 kg. Donc pour l'ordinateur, tout était correct. Auparavant, à bord des avions, les calculs concernant le carburant étaient vérifiés par le mécanicien navigant, le troisième homme dans le cockpit. Avec sa disparition, cet accident pose alors la question: à qui revient la responsabilité de vérifier la quantité de carburant? L'un des problèmes soulevés par un incident comme celui-ci est la qualité de formation des équipes. Si chacun était formé correctement et que les responsabilités de chacun étaient clairement définies, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Le personnel doit connaître l'étendue de sa responsabilité. Dans ce cas précis, personne ne savait à qui incombait cette responsabilité. Personne ne savait qui était censé avoir le dernier mot dans cette histoire de carburant. La suite de l'enquête a mis en évidence le fait que ce jour-là, aucun des acteurs du drame, qu'il soit pilote ou technicien, n'avait été formé aux conversions métriques. Je n'avais pas reçu, aucun de nous deux n'avait reçu de formation à propos de ces conversions. Quant à la jauge de carburant, qui aurait pu indiquer l'erreur au pilote, sur le vol 143,
elle était en panne. Notre but est d'empêcher ce genre d'événement de se reproduire. Il est vrai que c'est aussi un dysfonctionnement dans un circuit qui a causé cet incident. Cela se reproduira peut-être à l'avenir, mais nous devons absolument empêcher cela. Attention. Comme d'habitude, l'accident a eu pour cause une succession d'erreurs et de défaillances mécaniques, même si certaines furent au bout du compte bénéfiques. Par exemple, le non-verrouillage du train avant a contraint l'avion à se poser sur le nez, augmentant considérablement le freinage et sauvant probablement la vie des 2 enfants qui roulaient sur la piste. Les 2 pilotes ont été partiellement mis en cause pour leur rôle dans l'accident. L'enquête gouvernementale a fortement conseillé à Air Canada d'améliorer la formation au système métrique de ses équipages et de ses techniciens au sol. La compagnie fut également réprimandée pour son manque de pièces détachées concernant les jauges de carburant. Rick Dion a pris sa retraite en 2003, après une longue carrière en tant que coordinateur de contrôle de la maintenance. Le copilote Maurice Quintal est devenu commandant de bord en 1998. Quant au commandant Pearson, il a poursuivi sa carrière de pilote à Air Canada, mais il n'a jamais oublié l'expérience de Gimli. Cette expérience a surtout eu des conséquences sur ma façon de piloter. Je suis plus détendu. Même si j'ai volé pendant toutes ces années, il y a toujours une question qui restait en suspens. Comment vais-je réagir s'il se passe quelque chose? Maintenant, je sais que quoi qu'il arrive, tant qu'un avion reste en un seul morceau, j'arriverai toujours à le poser sans encombre sur le sol. Cette expérience m'a rendu plus serein. C'est rassurant de savoir de quoi on est capable dans une situation de stress. Avant, on ne le sait pas. On espère qu'on saura faire face et on s'entraîne dans ce but, mais on ne peut jamais être sûr. Vu les choses qu'ils ont dû affronter ce jour-là, ça a été une réussite. Je crois que ça a été prouvé lorsque plusieurs équipages ont essayé la même chose dans le simulateur de Vancouver et qu'ils se sont tous écrasés. La chose la plus importante qui est ressortie de tout cela, c'est une prise de conscience. Lorsqu'un nouvel équipement est mis en place, il faut y prêter une attention spéciale. Et certaines formations doivent être effectuées pour que le personnel sache à quoi il a affaire. Quand nous avons atterri et que l'avion était en un seul morceau, je me suis dit, je vais pouvoir reprendre l'avion un jour. Je vois cette tragédie comme une roulette russe. Si mon destin n'est plus entre mes mains, je suis libre. Et même si c'est dur de l'admettre, d'une certaine manière, ce qui s'est passé à Gimli est peut-être l'une des meilleures choses qui me soit arrivée, en dehors d'avoir rencontré ma superbe femme. 2 jours après son périlleux atterrissage à Gimli, le 767 d'Air Canada redécollait pour Winnipeg. Aujourd'hui, il est toujours en service dans la flotte de la compagnie et pour tous les pilotes d'Air Canada, il possède un surnom, le planeur de Gimli.